Voilà, merci pour ceux qui restent. Alors, évidemment, festival, c'est la rencontre. Venez, venez. C'est la rencontre avec le public. Pour amorcer le question-réponse, je vais peut-être commencer par vous poser une ou deux questions. Alors, au tout début du film, on voit qu'il y a un carton. Il est noté que c'est librement inspiré de faits réels. Est-ce que vous pourriez nous expliquer le point de départ à cette écriture que j'ai envie de dire foisonnante, parce qu'il se passe énormément de choses dans le film? Bien sûr. Alors, rebonsoir. Merci d'être resté jusqu'à la fin, ça fait plaisir. Alors, le film est librement inspiré de faits réels dans le sens où, en 2019, alors que j'étais en promotion d'un fils, mon premier long métrage, j'avais vu à la télé une information comme ça passer. Je ne savais pas à l'époque que ça allait être le sujet de mon deuxième film. J'avais vu à la télé qu'une femme qui a miraculeusement survécu à un accident de bus dans le nord de la Tunisie a décidé de se faire passer pour morte afin de tester l'amour de ses parents. Elle a demandé à sa meilleure amie d'appeler, alors qu'elle avait survécu au crash. Elle a demandé à sa meilleure amie d'appeler ses parents pour leur dire que leur fille était morte. Et c'était des semaines après que j'avais entendu parler de ce fait divers-là, car il y a une émission, je ne sais pas si vous l'avez ici aussi, c'est quand on est généralement en désaccord avec quelqu'un qu'on invite et qu'il y a une espèce de rideau entre les deux, voilà, cette émission-là. Et du coup, cette fille-là avait invité ses parents parce qu'ils ne lui ont pas pardonné, en fait, cette mauvaise blague. Bref, et je trouvais cet acte, voilà, à la fois complètement désespérant et désespéré, et à la fois très courageux de pouvoir avoir envie de se réinventer. Et du coup, je me suis questionné, pourquoi nous, en Tunisie, faut-il un petit peu qu'on passe à travers la mort afin de pouvoir vivre? Est-ce que ça a un côté par rapport à la religion aussi, où le mort devient une figure un peu sacrée qu'on ne peut plus toucher, qu'on ne peut plus souiller? Et du coup, mais vraiment, c'était cette question qui me taraudait. Et à l'époque-là, vraiment, en toute sincérité, ça ne devait pas être en aucun cas mon deuxième film, jusqu'à ce que des mois plus tard, ma femme et moi apprenions qu'on allait devenir parents, pardon, lapsus, qu'on allait devenir parents. Et je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma tête. Je me suis tout de suite projeté dans cette famille-là, et je me suis dit, et si un jour ma fille me faisait la même chose? Et c'est comme ça, à peu près, qu'a commencé à germer en moi cette idée de cette femme qui se réinvente. Mais après, retranscrire un simple fait divers ne m'intéressait pas, du moins en tant qu'auteur, ne m'intéressait pas. Et c'est pour ça que j'ai décidé de m'en défaire complètement et de dresser le portrait complètement imaginé de ce personnage-là. Voilà. Justement, donc vous parlez de ce portrait qui évolue, qui se réinvente. L'actrice principale, donc c'est Fatma Sfar. Comment est-ce que vous l'avez choisie? Parce qu'elle est incroyable. Elle aussi, elle mue tout au long du film, elle évolue. Oui, ça me fait plaisir que vous l'ayez noté, parce que ça fait surtout partie de mon travail, de la direction d'acteur. Je suis très content. Alors, Fatma commence maintenant à être de plus en plus connue, mais moi, quand je l'ai castée en janvier 2023, vu qu'on a tourné le film en novembre de l'année dernière. Et à l'époque, elle n'était personne, dans le sens où elle n'avait pas encore eu de premier rôle ou de rôle carrément. Elle n'avait pratiquement pas fait de long métrage. Non, elle n'en avait pas fait de long métrage, elle n'avait pas fait de cinéma du tout. Et en tout cas, quand je l'ai castée, c'était très important pour moi de commencer l'étape du casting vraiment en amont. Vraiment, c'était de la pré-production. C'était 9 mois avant, car c'était, comme elle porte le film, c'était important pour moi de pouvoir avoir le temps nécessaire pour travailler avec elle. Et étant un petit peu maniaque et un petit peu névrosé sur les côtés, j'ai besoin un petit peu de voir. Il fallait que je voie les différents personnages. Mais bon, après, ce qui était super, c'est que c'est pas un travail, comment dire, je ne suis pas le seul responsable, dans le sens où j'ai toute l'équipe qui est à mes côtés, les décors, les costumes, l'image, et ce sont toutes ces personnes-là qui font à ce qu'on croit à cette métamorphose, en fait, la coiffure aussi, le maquillage.
Et c'était très important qu'on ait cette force de métamorphose. Mais moi, c'est ce qui m'a plu tout de suite quand j'avais casté Fatma durant le casting. Quand on s'était rencontrés durant le casting, c'est qu'il suffisait qu'elle s'attache les cheveux pour qu'elle dégage quelque chose de nouveau. Donc voilà. C'est vrai, vous parlez de l'équipe, de tout ce qui entoure cette évolution, cette métamorphose. Votre directeur de la photographie, c'est votre deuxième collaboration avec lui. Donc c'est Antoine Héberlé. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de cette écriture, de découpage, mise en scène? Bien sûr. En fait, je crois beaucoup en la fidélité et c'est presque la même équipe qu'un fils, à part les acteurs qui ont changé. Mais c'est presque la même équipe, que ce soit celle du tournage, mais aussi l'équipe qui gère la promotion du film, les distributeurs belges, Cinéar par exemple, c'est les mêmes qui avaient distribué Un Fils. Et je crois beaucoup en cette fidélité, je crois beaucoup en cet esprit d'équipe, et surtout, je leur dois beaucoup, ces personnes-là, parce qu'ils ont cru en moi, surtout dans mon premier long métrage, ce qui n'était pas évident. Et du coup, le travail avec Antoine, ce qui a été super, c'est que d'abord, on se connaît, vu qu'on avait travaillé ensemble sur mon premier long. Mais aussi, j'ai très tôt décidé d'impliquer Antoine. Et Antoine lisait les différentes versions du scénario. Il était très impliqué dans l'écriture. Je ne veux pas dire qu'il impliqué pas dans le sens écriture, mais il me donnait à chaque fois son retour sur les différentes versions, et on parlait beaucoup, et les différents choix de mise en scène c'était imposé dès le départ, vraiment durant l'écriture, dans le sens où on n'a pas du tout tergiversé, on n'a pas douté, c'était clair qu'il fallait que ce soit une caméra viscérale, organique, très proche des personnages, en perpétuel mouvement, et qu'on évite toute staticité. L'idée, c'était d'avoir un personnage statique alors que la caméra était en mouvement. C'est ça ce qui a été un petit peu peut-être plus compliqué, c'était de raconter comment, du moins dans toute la première partie du film, comment le personnage était bloqué. Et si on analyse un petit peu le film, c'est un personnage qui est soumis aux différents dictats tout au long de l'exposition du film, qui est une exposition assez longue, car le titre du film arrive à 20 minutes, mais c'était un choix délibéré de notre part. Il fallait même qu'on s'ennuie un petit peu avec elle, qu'on sente son ennui. Mais après, par rapport à Antoine, ce qui a été, je pense, le plus difficile pour lui, c'était, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent Tozeur, mais Tozeur, c'est la porte du désert, c'est très beau, c'est très touristique, et c'était très important pour moi d'éviter le côté carte postale, le côté cliché, un petit peu attendu et convenu de ce qu'on peut attendre du désert tunisien, car je me mettais du côté de ce personnage-là, parce que Eya veut quitter cette ville, donc il fallait que je raconte une ville qu'on ait envie de quitter, en fait. Donc il fallait la ternir, il fallait la salir, il fallait aller dans les recoins les moins attrayants pour qu'on sente ce que sent un petit peu ce personnage-là. D'accord, merci. Est-ce que vous avez des questions, des réactions? Oui, monsieur. On va vous donner un micro, comme ça tout le monde va pouvoir vous entendre. Bonsoir, merci pour ce beau film. À la même période de l'accident du bus, moi j'étais encore à Tunis, donc il y avait un autre incident où il y avait un jeune homme qui était tabassé comme ça. Donc est-ce que vous êtes inspiré de la même histoire, ou c'est votre propre création? Oui, c'était la même période, c'était presque à 2 semaines près, je crois. En fait, c'est un incident, malheureusement, pour être franc, non, je ne me suis pas inspiré de cet événement-là, parce que l'événement en soi, c'est comme si on se disait, on s'est inspiré d'un accident pour raconter un accident, dans le sens où c'est un jeune qui est mort, mais dans des circonstances qui sont un peu différentes. Il n'y avait pas de policiers présents, et ce sont des circonstances un petit peu différentes, mais c'est le hasard un petit peu du calendrier qui a fait que... quand je dis que le film est inspiré de faits réels, c'est surtout par rapport et essentiellement à cet élan de vie de cette femme qui a, pour les Tunisiens qui sont présents dans la scène, c'est l'accident de Hamdoun, en fait,
qui s'est passé. Et c'est durant cet accident, cet incident-là, que c'est ce qui m'a inspiré. Voilà. Merci. Merci. D'autres questions, réactions? Oui, monsieur, oui, vous êtes encore en train de digérer les informations. Oui, monsieur, tout en haut, on vous importe un micro. Merci beaucoup pour ce film. Je trouve que tout est bon. Les acteurs, la photo, le scénario, évidemment. Tout ça. Mais tout à l'heure, vous avez dit, tiens, on vous refait confiance. Quelles sont les conséquences, quand même, vous dénoncez pas mal de choses, assez précisément. Quelles sont les conséquences de faire un film comme ça en Tunisie aujourd'hui, dans le sens des relations avec la police, avec le gouvernement, etc. Ouais. Ok, merci. Merci pour la question. Alors, pour être franc, d'abord, le film n'a pas encore été montré en Tunisie. Il le sera dans exactement 2 semaines, durant les journées cinématographiques de Carthage. On va faire notre première nationale. Après, moi, pour être franc, je sais que, et pour être vraiment dans un moment de sincérité et d'honnêteté avec vous, ce qui se passe en Tunisie n'est pas génial. Mais je pense que comme ce qui se passe dans pas mal de pays de nos jours, après, c'est pas très beau, mais je veux rester optimiste dans le sens où je pense que si on fait pause et on essaye un petit peu d'analyser les choses, c'est un film qui dénonce un petit peu le système, mais qui est quand même financé par le système. C'est un film qui est financé par le CNC local à travers le ministère de la Culture. Et je trouve que si c'est pas ça la démocratie, je ne sais pas ce que c'est. Et après, j'espère que le film sera bien accueilli, car je pense que l'acquis et le véritable acquis depuis 2011, c'est cette liberté d'expression. Et je pense que le chemin reste encore long, peut-être, mais voilà, on continue de dénoncer, et je pense qu'on continue aussi de raconter des histoires pour justement... j'ai été frappé, moi... La parentalité m'a beaucoup secoué par rapport à ce film-là, et surtout par rapport à ce qu'on lègue à nos enfants. Et en tous les cas, moi, vraiment, je vous le dis en toute sincérité, s'il y a quelque chose que je voudrais léguer à ma fille, c'est une société meilleure que la mienne, meilleure que celle où j'ai vécu moi, en tous les cas. Donc c'est ça l'idée. J'espère que le film sera bien accueilli. S'il ne le sera pas, on continuera de dénoncer. Et, le film existe, mais en tous les cas, ce qui est certain, et ça je pense que je peux vous le garantir, c'est un film qui n'aurait jamais pu exister avant 2011. Ça c'est sûr, je crois. S'il y a un truc sur lequel on peut être d'accord, c'est que impossible que ce film-là, à la limite, il aurait pu exister, mais il n'aurait pas pu être financé. Même exister, je ne suis même pas sûr. Vraiment, je ne suis même pas sûr. Voilà. Merci. Et justement, dans toutes les contradictions que peut avoir la Tunisie, j'ai l'impression qu'il y a énormément aussi d'ambivalence et de contradictions dans les personnages eux-mêmes. Même finalement, Lobna, au début, on se dit « Ah, c'est incroyable, elle tombe sur une super colocataire ». Et en fait, on se rend compte que c'est pas du tout manichéen. En fait, les personnages sont vraiment pleins d'aspérités. Donc, comment est-ce que vous avez voulu écrire tout ça ? Oui, je le prends vraiment pour un... C'est un très beau compliment qu'on fait parce que c'était voulu, et ma principale hantise durant l'écriture, c'était de condamner et de juger mes personnages. Et on n'écrit pas forcément des personnages qu'on aime ou qui nous ressemblent, ou on s'écrit pas des choses en fait. Donc, et du coup, c'était important. Tous ces personnages-là sont à milieu de mon univers ou de mon quotidien ou de mon expérience ou de mon background, mais c'était important pour moi en tant qu'auteur d'apporter cette nuance nécessaire et de faire à ce qu'ils ne soient pas des personnages en carton, en papier, qu'ils aient une vie, qu'ils aient un vécu, qu'ils aient des aspirations, qu'ils aient des motivations, et c'était important pour moi. Et j'aime beaucoup ce personnage, hein, j'aime beaucoup, même si c'est un personnage qui est très dur, mais en fait, elle ne le sait pas, mais Lobna, c'est une autre en fait, qui est bloquée dans ses rêves, qui est bloquée dans une vie
elle aspire à tellement plus qu'elle ne peut pas, et c'est quelqu'un qui est aussi bloqué. Et alors que moi, j'ai essayé de raconter ce personnage de Ea qui devient Emir, puis qui devient Aisha, qui est en admiration devant Lobna, car sur le papier, Lobna est tout ce que Ea ne sera jamais. C'est quelqu'un qui est en admiration parce que Lobna est partie et s'est cassée de chez elle par ses propres moyens. Elle n'a pas dû feindre un accident, une mort, être dans la clandestinité. Donc, mais quand on fait les comptes, en fin de compte, c'est Lobna qui est en admiration par rapport à Ea, par rapport à cette liberté qu'elle n'aura jamais en fait. Mais j'aime croire que Lobna changera à la fin de ce film-là, parce que je pense que Ea ne se rend pas compte qu'elle est comme une onde de choc qui vient un petit peu balayer tous ces personnages-là qu'il y a autour d'elle. Mais même pour Férez, qui est le policier, elle ne se rend pas compte qu'elle lui sert d'élément déclencheur, en fait, par rapport à sa vieille culpabilité. Et donc voilà, c'est des personnages qui sont, pour être franc, compliqués à écrire, parce qu'il faut trouver le bon équilibre. Je ne dis pas que je l'ai trouvé, hein, loin de moi cette idée, mais en tout cas, j'ai tout fait pour les nuancer le plus possible et pour les paradoxalement, pour les incarner alors qu'ils sont écrits, dans le sens où pour leur donner de la chair et pour qu'ils aient du volume, en fait, pour qu'ils ne soient pas juste là, balayés à dire 3 répliques et à disparaître comme des figurants, comme de simples figurants. Voilà. D'accord, merci. Oui, monsieur et puis madame. Bonsoir, je vous remercie absolument pour cet excellent film. C'était vraiment un plaisir de venir assister un dimanche soir à un film pareil. Je voulais aussi attirer l'attention sur la partie, le discours donc du personnage principal, Ea, avec sa maman, et le fait qu'elle critique son vécu à un âge très précoce. À 14 ans, elle a travaillé dans les autres maisons pour faire du nettoyage, malgré qu'elle soit mineure. Et donc, je crois que c'est un message très important que vous avez voulu transmettre aux familles qui sont en besoin matériel et qui vont peut-être sacrifier leurs enfants, l'éducation de leurs enfants, et pour simplement avoir combler un besoin financier. Donc je souhaite vraiment absolument que ce film soit transmis dans ces zones marginalisées économiquement en Tunisie, et que ça ne s'arrête pas au festival, aux journées cinématographiques de Carthage. Non, pas du tout. Merci beaucoup pour votre intervention. Et j'irai même plus loin. Je pense que c'est là où le film est politique, en fait, plus que par rapport à la dénonciation de la corruption au sein de la police. Je pense que le film est éminemment politique, dans le sens où c'est dans ces zones-là, en fait. Car finalement, si on décide un petit peu de résumer tout le parcours, en tous les cas, moi, ce que j'ai fait en tant qu'auteur, c'est que d'où part le tout, en fait. Le tout part quand Ea a 14 ans et que son père, alors qu'ils étaient une famille un petit peu classique, une famille tunisienne d'un milieu rural, à l'intérieur du pays, papa qui travaille, mère au foyer, bref, la fameuse un petit peu classe moyenne tunisienne, mais là où les choses se corsent, quand le père décide de croire en un projet, qu'il hypothèque la maison au sein de la BOC, et que ce projet foire, et que cette famille-là, qui vivait dans une espèce de classe moyenne, se retrouve, s'appauvrit tout de suite, et du coup, elle n'est plus propriétaire, et du coup, elle est déclassifiée, déclassée, pardon. Donc, et là, la femme qui n'a jamais travaillé se retrouve à travailler, et le père est incapable de surmonter cet échec-là. D'abord, c'est un échec familial au sein de sa propre famille, mais surtout, il ne peut pas voir cet échec-là, ce double échec par rapport à la société. Et du coup, c'est un petit peu l'échec d'un père qui devient l'échec d'une famille et qui devient l'échec d'une fille. Car cette fille qui était adolescente, qui était plutôt brillante et bonne élève, qui, avec un caractère très, très obéissant,
se retrouve un petit peu à aider la famille. Ça commence avec les samedis, puis les dimanches, puis des fois c'est apporter une aide aussi au sein de la semaine, et jusqu'à ce que les notes dégringolent, et jusqu'à ce qu'on la retrouve là avec le film. Donc là où le film est éminemment politique, c'est là en fait. C'est où on vit dans un pays, et je pense pas seulement un pays, on vit dans un monde où on n'accepte pas l'échec, où l'échec n'est pas toléré, où on se doit de générer du profit, on se doit de générer de l'argent, et on se doit de réussir. Là où on échec, on est tout de suite marginalisé, et on est tout de suite jeté un petit peu dans les... Bref, donc le film parle un petit peu de ça, excusez cette longue intervention, mais tout ça pour dire que non, l'idée, le film sort le 22 janvier dans sa sortie commerciale en Tunisie, et il sortira dans les salles, et il sortira dans les 24 gouvernorats, partout en Tunisie, et on ira même là où il n'y a pas de salle de cinéma, on ira dans les maisons de culture, dans les maisons de jeunes, pour justement présenter le film. Et comme pour les Tunisiens qui connaissent un petit peu le casting, c'est des acteurs qui sont très connus en Tunisie. Du coup, on veut profiter de leur notoriété, voilà, merci, de leur notoriété pour attirer les gens pour qu'ils voient le film. Voilà. Merci beaucoup. Bonsoir, merci pour les images que vous nous avez données. J'avais quelques questions. Enfin, 2 en fait. Premièrement, quels avaient été les objectifs voulus en créant ce film et quelles avaient été les émotions qui étaient recherchées? Je sais, bon, apparemment, il va falloir que je me redise un petit peu par rapport à tout ce qui a été dit tout à l'heure, par rapport aux objectifs. Les objectifs, d'abord, laissez-moi être franc, on ne s'assied pas sur une table et se dire, voilà, qu'est-ce que je veux passer comme émotion ou qu'est-ce que je veux faire passer comme objectif. On n'est pas dans un PowerPoint... voilà, bref. Donc l'idée, c'est de faire un film, l'idée, c'est de partager des émotions, et l'idée, d'abord, surtout, c'est de raconter une histoire. Raconter une histoire, et si cette histoire arrive à toucher, bingo, l'idée, c'est de véhiculer des émotions, en fait, avec toute la modestie du monde. Hein. Mais c'est raconter un petit bout de la Tunisie, mais après... qui suis-je pour raconter un bout de la Tunisie? Donc là, on va rentrer dans le concept de la légitimité aussi. Et donc l'idée, c'est les objectifs qui sont derrière ce film-là, c'est juste raconter une histoire et idéalement vous véhiculer des émotions. Ça, c'était ça. Et la deuxième question, excusez-moi, j'ai oublié. Les sentiments exacts que je visais, l'empathie peut-être? De l'empathie pour cette femme-là, de l'empathie pour tous les autres personnages aussi, pour qu'on essaye de ne pas les juger, pour qu'on essaye de les comprendre, même s'ils sont très mauvais, même s'ils sont très négatifs. Voilà. Une dernière question, réaction, madame ici. Oui, bonsoir. Merci pour ce beau film. Moi, j'ai 2 questions également. Donc, vous avez choisi dans vos 2 films de un peu montrer ou mettre la lumière sur le sud de la Tunisie. Il y a d'autres belles régions de la Tunisie. Il n'y a pas que Tozeur. La deuxième question, et ça c'est plutôt une question générale sur tous les films tunisiens. Pourquoi on est obligé de passer par la case boîte de nuit pour raconter une problématique? Moi je suis tunisienne, je suis pur produit tunisien. J'ai vécu en Tunisie, je fais mes études en Tunisie. Cette partie de vie débridée, alcool, drogue, prostitution, c'est pas la Tunisie que je connais. Et j'ai l'impression que tous les films qu'on projette en Europe, ils montrent beaucoup cette partie. Et ce qui m'a un tout petit peu dérangé dans le film, il y a beaucoup de scènes, une bonne partie du film se passe en boîte de nuit. Est-ce que c'est la facilité qui vous pousse à utiliser la boîte de nuit pour véhiculer des messages ou il n'y a pas d'autres moyens, je ne sais pas, pour raconter l'histoire sans passer par la case boîte de nuit? Cette vie débridée, bon voilà, je me rappelle, chaque année au Cinéma Med, il y a toujours un film qui se passe en Tunisie, il y a toujours une scène dans les boîtes de nuit. Mais pourquoi? Parce qu'on est des fêtards, peut-être, non? Ah, pas au point qu'on le... Alors, Mais on donne l'impression que toute la Tunisie
vit sa vie comme ça. Bon, je vais Non, essayer, non, je vais essayer je de suis vous désolée, répondre. non. Je vais essayer de vous répondre. Hein? Bon, si vous êtes un... Non, c'est pas une scène, c'est plusieurs scènes. Alors, juste il excuse-moi. y en a, je- je crois, on va 3 essayer ou de 4 répondre. scènes de film. Non, il y a 2 Voilà. scènes déjà. Deux scènes. On ne va pas rentrer dans l'exagération à la tunisienne, parce Oh, que moi aussi, peut-être. je suis pur produit tunisien. Ouais. Donc, je sais de quoi. Il y a 2 scènes en boîte. Et après, voilà, c'est drôle. Alors, je reprends par rapport au Sud, par rapport à mes 2 films. D'abord, rectification. Un fils, c'est Tataouine. Aïcha, c'est Touzour. Sud-Ouest et Sud-Est, déjà, il y a une différence. Et après, je ne suis pas ambassadeur. Je peux parler de n'importe quelle région qui me plaît. Donc, je ne suis pas obligé de céder. Je ne suis pas dans le... Comment Non, dire non, c'était une On n'est anecdote. pas- Non, oui, non, oui. c'est pas, On n'est pas dans le faire plaisir à tout le monde. Moi, c'était le clivage qui m'intéressait. Et je suis très profondément même attiré par le Sud, par sa lumière, par sa beauté et par sa cruauté aussi. Donc c'est pour ça, peut-être que inconsciemment, des parties de mes 2 films sont dans le Sud. Sinon, pour revenir par rapport à la boîte de nuit, je vais commencer d'abord par une remarque. Et après, je vais vous expliquer un petit peu mon propos. J'aime pas beaucoup le procès d'intention que vous me faites à moi et à nous, réalisateurs, d'abord. Ça, c'est de 1. Parce que je pense que, d'abord, on est libre de raconter ce qu'on veut, comme on veut, où on veut. Et si 150 films sont dans une boîte, c'est pas un problème. C'est pas un problème. D'abord, ça c'est un premier truc pour ne pas être dans la sensiblerie. Là, je vais essayer d'être un tout petit peu plus objectif, parce que dans ma première réponse, je ne l'étais pas. C'est la narration qui dicte ces lois. Si on est dans une boîte de nuit, c'est parce que le décor sert à raconter quelque chose. Cette femme qui se retrouve dans cette capitale tant fantasmée et tant sur laquelle elle a énormément fantasmé et tant idéalisée, si elle va dans une boîte, ce n'est pas un hasard. C'est tout ce qu'elle n'a pas à Tozeur, parce qu'à Tozeur, il n'y a pas de boîte de nuit. Et là, la boîte de nuit n'est pas un endroit débridé, comme vous dites, ou un endroit de débauche. Non, ce n'est pas le cas. Je suis tunisien, je vais en boîte de nuit. La boîte de nuit ne correspond pas à un endroit de débauche. Ce n'est pas parce qu'on boit de l'alcool qu'on est dans un monde de débauche. Et ce n'est pas parce qu'on danse qu'on est dans une certaine forme de liberté. Donc, il faut qu'on arrête un petit peu d'associer d'abord ça à ça, d'où l'idée de procès d'intention. Et c'est les lois de la narration qui dictent un petit peu le décor, qui dictent le procédé, qui dictent... Donc si sur 2h03 que fait le film, il y a 4 minutes en boîte, je suis désolé. Hein. Non, c'est plus que 4 minutes, mais c'est pas grave. Mais de toute Non, façon, mais, on voit souvent les boîtes de nuit dans les films tunisiens, et moi, j'aime. Mais je ne suis pas responsable du travail des autres. Ouais, Je ne suis pas responsable des films des autres. Je suis désolé. Ok, merci. En tout cas, merci pour vos réactions. Et juste pour conclure, pour ceux qui ne sauraient pas la signification de Aïcha, qu'est-ce que ça veut dire, Aïcha pour ceux qui ne Aïcha veut connaissent- dire vivante, en fait. Voilà. C'est un prénom, mais veut dire vivante, oui, Voilà. essentiellement. Eh bien, merci. Merci à Merci à vous, en tout cas.